Déjà, la bonne stratégie, c'est de publier à l'heure où vous êtes dispo. Surtout pas à 9h du mat, fermer l'ordi parce qu'en fait, tu rentres en rendez-vous et que t'as pas le temps. Ça sert à rien. Souvent, l'authenticité, on croit qu'il faut tout dire, tout balancer, sans filtre, etc. Mais en réalité, l'authenticité, c'est vraiment une cohérence finalement entre ce qui se passe à l'intérieur de toi et ce que tu vas dégager à l'extérieur, entre la communication interne, la communication externe, les réseaux sociaux. C'est un bon exercice finalement pour exprimer son authenticité aussi. Donc en fait, le buzz, finalement, à quoi ça sert Mais souvent, ça attire d'ailleurs une audience qui est pas tout à fait qualifiée parce que le buzz, par définition, c'est que ça a beaucoup de visibilité et donc que ça a touché beaucoup de monde. Parmi ce beaucoup de monde, il y a beaucoup de gens qui sont pas dans ta cible et donc qui vont pas acheter tes services. Pour moi, le jour où j'ai 100% confiance en moi sur tous les sujets, c'est que j'ai arrêté d'avancer, quoi. Si j'ai envie de prendre un temps off la semaine, je le fais aussi sans culpabilité. Alors qu'avant, si je m'étais arrêtée un mardi après-midi, je me serais dit mais quelle feignasse, sors-toi une doigt, elle va travailler. Alors, maintenant, c'est ok. En fait, si j'ai été capable de mettre un enfant au monde, qu'est-ce qui peut t'arrêter? Pourquoi est-ce que je lancerais pas un business? Et bienvenue sur le podcast de Rayonnons, le podcast qui t'aide à allier bien-être et performance pour rayonner en tant que leader. Ici, on parle de business, d'entrepreneuriat, de leadership, de dev perso ou encore de performance. Et aujourd'hui, j'ai la joie d'interviewer Mélissa Osmani, une jeune femme de 32 ans, si je dis pas de bêtises, maman d'un petit bout de 5 ans, très choupidou, mais aussi CEO de l'agence Solensia, l'agence qui met du soleil dans ta com. Et je suis ravie de pouvoir t'accueillir ici. Merci d'être là. Et bienvenue à toi. Mais avec plaisir, Ludivine. Merci à toi pour l'invitation. Je suis ravie d'être là et j'ai hâte qu'on ait cet échange ensemble. Bah écoute, c'est parti. En tout cas, je pense que dans un premier temps, c'est peut-être de mieux comprendre qu'est-ce que tu fais, de quoi il s'agit. Tu parles de l'agence Solensia qui met du soleil dans ta com. Ouais. Ça veut dire quoi mettre du soleil dans ta com pour toi ? Pour moi, et je pense qu'on est aligné avec ton podcast, du coup, ça veut dire rayonner parce que je dis souvent qu'on peut avoir un produit ou un service génial. En fait, si on ne communique pas, on sera les seuls à le savoir. Et donc, c'est la com qui permet aux entreprises, aux entrepreneurs de se rendre visibles et du coup, de trouver des clients, de trouver des collaborateurs, de travailler leur image de marque et donc d'atteindre leurs objectifs. Ouais, ok. Et donc, tu accompagnes tout type de personnes en général. Comment ça se passe à ce niveau-là ? Ouais, tout type d'entreprise, d'entrepreneurs, avec surtout un gros focus sur la stratégie de com. Nous, chez Solensia, c'est vraiment notre dada. L'idée, c'est de dire que sans stratégie, on peut communiquer longtemps sans avoir de résultats. On fait beaucoup de tests, on crée du contenu, mais si on n'a pas la bonne stratégie, c'est difficile de transmettre le bon message à la bonne cible, de vraiment la toucher et de réussir du coup à être impactant. Donc la strat, elle nous permet de poser des fondations pour avoir une communication, que ce soit une création de contenu ou que ce soit sur tous les canaux d'ailleurs, qui soit plus pertinente, plus cohérente et plus efficace. Ouais, parce que finalement une communication sans stratégie, ça sert un peu à rien, quoi, dans le sens où tu balances des posts ou du contenu comme ça. Mais finalement, tu sais pas qui ça vise, pourquoi tu le fais. Il y a vraiment une intention derrière, finalement, dans la communication. Et c'est aussi ce que tu proposes comme type de service. Exact. En fait, si on communique pour le business, et pas juste pour le fun, pas juste pour le partage, mais qu'on communique vraiment pour atteindre des objectifs business, à mon avis, sans stratégie, c'est compliqué. Parce qu'on ne sait pas quels objectifs on veut atteindre, quelle cible on veut toucher, quelle image on veut véhiculer, quel message on veut transmettre. Et donc, tu vois, moi, je dis souvent que c'est comme faire coucou dans le noir, ça sert à rien. T'es là, mais en fait, tu communiques, il y a personne qui te voit, alors qu'avec une stratégie, tu vas être beaucoup plus impactant, percutant beaucoup plus vite, et tu vas éviter de t'épuiser à communiquer sans avoir de résultats. Ouais, carrément. Et en général, les personnes qui font appel à toi, est-ce qu'il y a des stratégies qui reviennent en particulier ? C'est quoi les différentes stratégies pour lesquelles on fait appel à toi ? On va avoir de la stratégie de com globale. Donc là, ça veut dire tout canaux confondu. Donc typiquement, une entreprise qui me contacte en me disant, voilà, j'ai cet objectif-là, par exemple de lancer un nouveau produit ou un nouveau service, ou de redorer une image. Qu'est-ce qu'on peut faire en termes de com ? Et donc là, on va penser un plan de com en fonction des objectifs qu'elle veut atteindre, des cibles qu'elle veut toucher. On va lui proposer les canaux, les supports de com sur lesquels elle va pouvoir se lancer. Ouais, notamment le calendrier éditorial qu'on avait fait. Parce que pour la petite anecdote, en fait, avec Mélissa, on s'est rencontrés de base via LinkedIn. Ouais. J'avais fait appel à toi quand j'avais acheté mon appartement et j'étais en plein travaux. Et là, je dis, Mélissa, j'ai plus le temps de communiquer. J'ai besoin de toi. Ou là, t'avais même rédigé pour moi en ghost pendant un mois, je crois, un bon mois. Et ensuite, par surprise, franchement, c'était totalement inattendu. C'est toi qui es revenu vers moi pour que je puisse t'accompagner en coaching individuel. Et finalement, c'est comme ça qu'on a continué à créer du lien
Et aujourd'hui, on en est là. Et finalement, aujourd'hui, je continue à communiquer sur LinkedIn et j'utilise toujours ton calendrier éditorial. Ça m'est toujours super utile et j'avais adoré notre collaboration. Donc, ça, c'est vraiment un outil, je trouve, hyper puissant, quoi, le calendrier édito. Carrément, et en fait, on peut l'utiliser sur tous les canaux. Tu vois, c'est-à-dire que le calendrier édito, c'est un des outils de la stratégie. Mais dans une strate de com, il y a beaucoup d'outils. On va avoir le plan de com, on va avoir le rétro-planning et la stratégie par canal. Donc, tu vois, par exemple, le plan de com, il va nous dire sur quel support et quelles actions de com, quels canaux on va lancer. Et ensuite, par canal, on va avoir une stratégie différente. On va pas communiquer tout à fait pareil sur LinkedIn que sur Instagram. On va pas communiquer pareil sur les réseaux sociaux et sur du print. Tu vois, sur une plaquette, sur un flyer. Donc, on a le plan de com qui nous dit ce qu'on doit faire en fonction des objectifs, des cibles. Et après, par canal, on a des stratégies qui peuvent être différentes. Ok. Et on parlait, moi il y avait un terme que j'avais appris il y a quelques années, bon je pense qu'il est de plus en plus connu aujourd'hui, mais c'est le tofu, mofu, bofu. Je pense que pour certains ça reste encore un petit peu lunaire. Justement, peut-être un petit rappel sur ces trois tunnels-là, enfin qu'est-ce que ça représente vraiment, et c'est toi la pro donc je te laisse en parler, mais finalement comment adapter sa com aussi par rapport à ces tunnels-là. Ouais, alors ça va vraiment dépendre aussi de chaque canal. Hein. Là, le tofu, mofu, bofu, on en parle souvent, nous, pour LinkedIn. Ouais. On en a parlé ensemble pour LinkedIn. Ouais. Je sais pas si ça va se prêter à tous les canaux, parce que des canaux de com, il y en a vraiment beaucoup. Tu vois, en communication, on peut avoir de la communication sur les réseaux sociaux, et les réseaux sociaux, il y en a plusieurs. On peut avoir de la communication sur un site web. On va avoir, tu vois, le SEO, c'est de la com. On va avoir tout ce qui est le print. Donc le print, ça va être les cartes de visite, les flyers, les catalogues, les plaquettes, etc., l'affichage. On va avoir de la pub télé. Tu vois, vraiment, la com, il y a beaucoup de canaux différents. Le tofu, mofu, bofu, on en parle souvent dans la création de contenu. Et l'idée, c'est d'avoir une création qui soit pensée en entonnoir. Donc en fait, tofu, c'est le top of the funnel. Le funnel, c'est l'entonnoir. Mofu, le middle of the funnel. Et bofu, c'est le bottom of the funnel. Et l'idée, c'est d'avoir une création de contenu avec des sujets du plus large au plus précis. Les plus larges, ils vont nous permettre d'attirer une cible un peu plus grand public. Et du coup, quand on aborde des sujets grand public, ça nous permet d'avoir de la visibilité, des abonnés et des likes. Les sujets un peu plus middle, en général, ils sont plutôt destinés à nos pairs. L'objectif, c'est plutôt de partager, de créer une communauté, d'appartenir à son écosystème. Et dans les sujets bofu, donc vraiment le plus niché du tunnel, là, ce sont les sujets dans notre création de contenu, dans notre com, qui sont destinés à notre cœur de cible. Les objectifs, c'est de montrer notre expertise, de convaincre, d'apporter de la valeur et donc de vendre par ricochet. Okay. Voilà. Et l'avantage, en fait, d'avoir une création de contenu avec ces trois axes et du coup en entonnoir, c'est qu'on va avoir autant de la visibilité que de la conversion. Ouais. Et on a besoin des trois. C'est ça. Après, j'ai la sensation quand même que c'est surtout la visibilité et la conversion qui comptent, et donc plus le tofu et le bofu, tu vois, parce que finalement, ça va être ces deux tunnels-là qui vont être plus impactants. Et justement, c'est quoi tes trois meilleurs conseils pour une com qui fasse gagner en visibilité et qui convertisse? On fait un focus sur un canal ou pas? Allez, sur LinkedIn. Ok, parce que sinon, oui, ça change à chaque fois. Allez, sur LinkedIn. J'aurais pas les mêmes conseils pour un site web, ni même pour deux réseaux différents, tu vois. Ouais. Sur LinkedIn, pour avoir autant de la visibilité que de la conversion, je trouve que pour la visibilité, ce qui marche plutôt bien, c'est le personal branding. Le personal branding, c'est l'idée de mettre sa personnalité au service de sa com pour incarner qui on est dans notre com, et du coup avoir une com qui nous ressemble et qui en plus nous permet d'attirer des personnes qui sont attirées par qui on est. Et c'est souvent les sujets qui tournent autour de notre personnalité qui sont un peu plus les sujets tofu, et donc ceux qui nous amènent de la visibilité. Donc là, est-ce qu'il peut y avoir par exemple du storytelling en général? C'est plus de retour d'expérience? Il peut y avoir du storytelling, on peut parler de son parcours, de comment on en est arrivé là, des valeurs qu'on prône, des causes qui nous tiennent à cœur, tous les sujets qui vont tourner autour de nos qualités, nos forces, nos défauts, nos faiblesses, nos peurs. C'est plutôt, en fait, c'est plutôt, moi j'aime bien dire que le tofu, du coup pour la visibilité, c'est plutôt quand on prend la parole en tant que personne. Okay. Alors que le bofu, ça va être quand on prend la parole plutôt en tant qu'expert de notre domaine. Donc tu vois, c'est pas pareil. Toi, Ludivine, t'es expert, t'es coach, et du coup, tes sujets, quand tu te positionnes en tant que Ludivine,
en tant que personne ou Ludivine en tant que coach, tu vas pas avoir les mêmes thématiques de sujet. Donc, toi, en tant que personne, ça va plutôt te permettre de la visibilité et en tant que coach, ça va plutôt te permettre de convertir parce que tu vas montrer ton expertise. Et là, dans ces sujets beaux fous, ce qui marche bien, c'est surtout d'apporter de la valeur. Ouais, ok. Et de se dire, je communique, je partage sans rétention d'informations. Et c'est là où justement, ça peut être hyper touchy, c'est que des personnes vont être plus à l'aise que d'autres de se montrer publiquement, de communiquer sur certains sujets. Comment est-ce qu'on arrive à définir finalement ce qu'on est prêt à communiquer? Enfin, tu vois, un peu notre terrain de jeu sur les réseaux, parce que je pense que y a des personnes qui peuvent, voilà, plus ou moins parler de choses privées ou pro. Comment est-ce qu'on arrive à faire cette distinction-là pour être vraiment aligné dans sa com? Mais c'est vraiment tout le travail du personal branding qui nous permet de le faire. Dans le personal branding, on va souvent commencer par un travail d'introspection. Dans le travail d'introspection, l'idée, c'est de clarifier qui on est avant de le communiquer. Donc déjà, être très clair sur qui je suis, quelles sont mes valeurs, quelles sont mes forces, mes faiblesses, mes qualités, mes défauts, qu'est-ce que je veux qu'on pense de moi, quelles sont les causes qui me tiennent à cœur. On clarifie tout ça parce que quand c'est clair dans notre tête, c'est clair dans notre com. Ouais. Donc on clarifie tout avant de le communiquer. Une fois qu'on est très au clair sur qui on est, la liste de nos valeurs, la liste des causes qui nous tiennent à cœur, de nos qualités, etc., on se pose la question de avec quoi je suis OK. De quoi j'ai envie de parler sur les réseaux, quels sont les sujets avec lesquels je suis à l'aise, quels sont les sujets avec lesquels je ne suis pas à l'aise. D'ailleurs, j'en parle souvent, moi, dans ma création de contenu en ce moment. L'idée, pour moi, de l'authenticité et d'incarner sa personnalité dans sa com, c'est pas du tout de raconter sa vie. Ouais. On n'est pas du tout obligé de raconter sa vie privée, toutes les coulisses, tout ce qui se passe, de faire du drama, de mettre des selfies à toutes les sauces. On n'a pas forcément besoin de ça. Le personal branding, c'est plutôt d'incarner sa personnalité dans tout ce qu'on dit, même quand on parle de son expertise. L'idée, c'est qu'on te reconnaisse même quand tu parles de coaching et pas que quand tu parles de Ludivine. Ouais. Et comment est-ce qu'on fait ça pour justement assumer cette singularité de façon publique? Surtout, il y a plusieurs façons de le faire. Il peut y avoir des shorts, tu vois, enfin par la vidéo, l'écrit, la photo. Justement, comment est-ce qu'on fait pour toi et que ça soit le plus complet possible et qu'on puisse le communiquer au mieux? On travaille sa ligne édito. En fait, une fois qu'on a travaillé son personal branding et donc on sait qui on est, ce qu'on a envie de véhiculer, la ligne édito, elle nous permet de savoir comment on va le véhiculer. Et la ligne édito, c'est tous les choix rédactionnels que l'on fait et qui, du coup, justement, participent à l'image qu'on véhicule de nous ou de notre entreprise. Ça veut dire, c'est quoi le ton de notre communication? C'est quoi le style de notre com? Est-ce qu'on a une com plutôt légère, plutôt humoristique, plutôt sérieuse, corporate, pédagogique? Il y a plein de choses qu'on peut mettre derrière. Donc, ça va être quoi le ton et le style de notre communication? Ça passe aussi par tout ce qui tourne autour du sujet de l'identité visuelle. Ok. Le logo, les couleurs que tu utilises dans ta com. Si tu utilises du jaune et du violet, tu vas pas transmettre la même chose que si tu utilises du orange, par exemple. Donc tout ça, c'est des choix qu'on fait dans le style de visuel aussi. Est-ce que tu utilises des photos? Est-ce que tu utilises plutôt des illustrations, plutôt des dessins, plutôt des photos IA? Tout ça, ça va participer à l'image que tu véhicules de toi. Et donc, c'est tous les choix rédactionnels que tu fais. Est-ce qu'on tutoie? Est-ce qu'on vous voit? Tout le champ lexical aussi que tu vas utiliser pour parler de ton métier, pour parler pour partager tes conseils. Tu utilises plusieurs mots et certains plus que d'autres. Et tout ça, ça participe à ton image. Donc, il y a vraiment de se recentrer sur son identité, sur sa personnalité et sur comment est-ce qu'on a envie de la communiquer, que ce soit par l'intonation, finalement, le wording, les sujets phares aussi qu'on est prête à exprimer publiquement. Et tout ça, c'est quelque chose que tu proposes, toi, dans ton accompagnement, ou est-ce que tu penses qu'il y a un travail perso à faire de son côté avant de faire appel à toi? Moi, je le propose dans mes accompagnements parce que je pense que c'est beaucoup plus difficile en solo. Et c'est beaucoup plus difficile sans regard extérieur. Tu vois, d'avoir quelqu'un, et toi tu le sais bien en coaching, qui te fait te poser les bonnes questions, c'est quand même plus facile que de se les poser tout seul, parce que déjà tu sais pas quelles sont les bonnes questions, tu sais pas, t'as la tête dans le guidon, tu prends moins ce temps, alors que là en accompagnement, on va prendre ce temps ensemble. Et puis, il y a très souvent un gros gap entre savoir qui on est et réussir à bien le retranscrire dans sa com. Tu vois, si tu as envie d'avoir une image cool, fun, mais concrètement, tu le retranscris comment dans ta com? En fait, tu sais pas. Tu vois, tu sais pas forcément les choix rédactionnels que tu vas faire. Et dans la com, il y a rien qui est anodin. Tout participe à l'image que tu véhicules de toi.
Donc c'est important de faire les bons choix, surtout ceux avec lesquels tu es aligné. Tu vois, j'avais justement en coaching un client hier qui me disait, il avait une opinion politique sur un sujet et il me disait, je sais pas si j'en parle dans ma com ou pas. Qu'est-ce que je fais quand j'ai délicat, un sujet comme ça? Est-ce que j'en parle ou pas? N'empêche, c'est mon personal branding. Moi, ça me parle, voilà. Mais qu'est-ce que je fais dans ma com? Et du coup, le fait d'avoir mon regard extérieur, en fait, on a calibré qu'il valait mieux pas qu'il en parle, parce que au vu des objectifs qu'il voulait atteindre, au vu de la cible qu'il voulait toucher, et on a surtout vu qu'il n'était pas prêt à vraiment affirmer cette position-là et être OK avec ce que ça allait dire de lui. Donc, il y a toujours des choses qu'on ne dira pas dans notre com. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas authentique. Ça veut juste dire qu'on trie entre ce qui est OK sur les réseaux ou dans la com en général, et ce qui a plutôt attrait à notre vie privée. Et on peut être authentique sans pour autant absolument tout raconter. Mais c'est exactement ça. C'est souvent l'authenticité. On croit qu'il faut tout dire, tout balancer, sans filtre, etc. Mais en réalité, l'authenticité, c'est vraiment une cohérence finalement entre ce qui se passe à l'intérieur de toi et ce que tu vas dégager à l'extérieur, entre la communication interne et la communication externe. C'est vraiment une danse à travers tout ça. Et finalement, les réseaux sociaux, c'est un bon exercice finalement pour exprimer son authenticité aussi. Et c'est un sacré travail de dev perso finalement aussi pour bien le communiquer. Donc tu parles de cette authenticité-là. Il y a quand même aussi beaucoup de personnes qui peuvent avoir peur du jugement, du regard des autres, parce que forcément, quand on se rend public comme ça, c'est quelque chose qui peut arriver. On connaît des personnes qui ont même pu se faire harceler ou quoi, tu vois. Enfin, vraiment, ça a un bel impact. En fait, les réseaux sociaux, c'est à la fois magnifique, mais ça peut aussi être destructeur. On va quand même se dire les choses. Et justement, c'est quoi le juste milieu à avoir, selon toi qui communiques énormément et qui accompagne plein de personnes sur ces sujets-là? Comment est-ce que tu recommandes d'utiliser les réseaux pour que ça puisse rester bénéfique pour soi et son business? Justement, c'est la stratégie qui nous permet ça. Tu vois, en fait, avec une stratégie, tu sais. Cadre, en fait. Mais tu cadres tout. Tu sais quel sujet tu vas aborder, quel sujet tu vas pas aborder. Moi, je communique beaucoup. Il y a des sujets que j'aborderai jamais sur les réseaux sociaux. Parce que je suis pas OK avec ces sujets-là dans l'espace public. Voilà. Ça veut pas dire que je suis pas authentique dans ceux que j'aborde. Mais pour moi, il y a des choses qui restent de l'ordre du privé. Et je pense que c'est le cas. Enfin, je crois pas que tout le monde dise tout sur ses réseaux et dans sa com, donc je pense qu'on a tout intérêt à réfléchir à ce qu'on dit. On est authentique dans ce qu'on choisit de dire. Il y a des choses dont on ne parlera pas. Donc pour moi, c'est vraiment la stratégie qui nous permet d'être au clair sur les sujets qu'on va aborder, ceux qu'on va pas aborder. Et je trouve que ce qui est surtout important, c'est de rester toujours aligné avec soi-même. Ne pas aller aborder des sujets avec lesquels on se sent pas tout à fait aligné, mais parce que ça fait le buzz. Ça, je l'ai vu souvent. Des prises de parole. Tu vois, j'avais d'ailleurs une cliente qui m'avait contactée en me disant « J'ai tellement voulu faire le buzz qu'en fait, j'ai fait la girouette. » Ah oui. Elle s'est un peu compromis. Elle a abordé les sujets en fonction de ce qui était tendance et elle s'est perdue. Et donc, elle m'a dit « Je suis plus alignée avec l'image que je véhicule de moi. Je suis plus alignée avec ce dont je parle. Je suis plus à l'aise. » Et c'est plus moi, en fait, parce que j'ai surtout voulu faire le buzz et prendre la parole sur de l'actu, etc. Et c'était pas vraiment elle. Ouais, mais finalement, faire le buzz, tout dépend encore une fois de ce que tu veux derrière. Mais si ton intention, c'est de convertir, tu peux très bien faire le buzz et que ça convertisse pas du tout aussi derrière, par exemple. C'est souvent le cas, d'ailleurs. Voilà. Je sais pas toi, mais moi, très souvent, ce qui a fait que LinkedIn, ça m'a permis de convertir, ça a été les posts qui ont fait le moins de vues, vraiment le moins de buzz possible. Par contre, ça a été hyper engageant derrière et ça a entraîné des discussions en MP, des prises de rendez-vous directes. Donc, en fait, le buzz, OK, mais finalement, à quoi ça sert Mais souvent, ça attire d'ailleurs une audience qui n'est pas tout à fait qualifiée, parce que le buzz, par définition, c'est que ça a beaucoup de visibilité et donc que ça a touché beaucoup de monde. Parmi ce beaucoup de monde, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas dans ta cible et donc qui ne vont pas acheter tes services. Par contre, ils vont rentrer dans ta communauté, ils vont t'apporter de la visibilité. C'est aussi pour ça qu'on a besoin de visibilité, tu vois. Parce que si on touche que son cœur de cible, il y a un moment où tu finis par tourner en rond et tu as aussi besoin à un moment d'élargir les possibles et de te rendre un peu plus visible. Mais souvent, l'audience qui vient d'un buzz, elle n'est pas tout à fait qualifiée. Ouais, carrément. Et justement, là, donc tout à l'heure, je t'ai posé la question des meilleurs conseils pour gagner en visibilité et convertir. Est-ce que tu en aurais d'autres déjà, ou est-ce que pour toi, c'est vraiment le plus gros conseil? Ouais, je pense que vraiment, pour gagner en visibilité, pour moi, c'est surtout le personal branding. Et pour convertir, on disait vraiment apporter de la valeur sans rétention d'informations. Et donc ça veut dire ne pas penser que la valeur que vous allez donner
à votre audience, elle va vous empêcher d'avoir des clients. Tu vois, ça m'arrive parfois où des clients me disent « Mais oui, mais en fait, si je dis tout dans ma com, pourquoi on va faire appel à mes services ?» Il y en a beaucoup qui sont dans la rétention, ils disent un peu, mais pas trop, pour que du coup, le trop, on le trouve chez eux quand on fait appel à leurs services. Mais ça, je pense que c'est une erreur. Il vaut mieux tout donner. Je pense que c'est la meilleure façon de montrer qu'on maîtrise notre domaine, de se positionner comme des experts de notre domaine. Et en plus, notre cible, notre audience, elle doit avoir de l'intérêt à nous lire. Eh oui. Du coup, si on lui apporte rien, qu'on ne l'aide pas et qu'elle n'a pas d'intérêt à être abonnée, à part peut-être un jour nous acheter quelque chose, Eh oui. on se tire une balle dans le pied. Moi, je préfère aider mon audience avant même qu'elle ait fait appel à mes services. Ceux qui feront appel à mes services, tant mieux, on ira plus loin. Ceux pour qui c'est pas le cas, je les aurais quand même aidés grâce à mon contenu gratuit, et tant mieux. C'est ça. Non seulement tu peux aider, mais c'est aussi ce qui appuie ton expertise et ta crédibilité, on va dire, sur les réseaux. Et c'est rigolo parce que tu parlais d'erreurs et c'était justement ma prochaine question. C'est quoi pour toi la plus grosse erreur qu'on puisse faire en communiquant, en prenant la parole en tout cas sur les réseaux? Il y en a beaucoup. Je vais redire ne pas avoir de stratégie et au moins les bases d'une strat. En fait, sans stratégie, pour moi, l'erreur, c'est que du coup, on va s'épuiser. Tu vois, et sur les réseaux, et dans la com en général d'ailleurs, ce qui va marcher, c'est la persévérance et c'est de tenir sur la durée. Si on prend l'exemple de LinkedIn, on atteint des résultats à moyen-long terme. Du coup, tu penses qu'on peut atteindre des résultats au bout de combien de temps, justement? C'est quoi moyen-long terme pour toi, justement? Et à quelle fréquence? Moi, de ce que je peux en voir après des années sur le terrain et pas mal de clients accompagnés, au bout de 2-3 mois, on commence à voir que la maillot, elle prend et on commence à avoir les signaux, les signaux positifs que ça commence à prendre. Ça dépend des objectifs qu'on s'était fixés. Ouais, voilà. Tu vois, si l'objectif c'était de faire des leads, on commence à voir qu'on a vraiment des gens intéressés, qu'on a des leads qualifiés, des gens qui nous contactent. Si l'objectif c'était plutôt la notoriété, on sent que le nombre d'abonnés augmente, qu'on nous parle de plus en plus de nous sur les réseaux. Tu vois, j'ai par exemple des clients pour qui l'objectif c'est pas de trouver des clients, parce que c'est pas ça leur sujet. L'objectif avec les réseaux sociaux, notamment avec LinkedIn, ça va être plutôt l'image de marque. Véhiculer leur image, garder le lien avec leurs clients, voilà. Donc ça va être vraiment plutôt l'image et le lien. Et donc là, ils vont pas aller regarder le nombre de clients que ça leur a ramené puisque c'était pas ça l'objectif. Par contre, ils commencent à entendre parler d'eux, on commence à leur dire « Oh, je vous ai vu sur LinkedIn, j'ai lu votre post hier ». Quand ils vont en événement, on leur parle de LinkedIn. Donc, tu sens que tu as les petits signaux qui font que, OK, ça commence à prendre. Ok. Et pour qu'il y ait ces petits signaux-là qui commencent à venir, est-ce que tu recommandes une fréquence de publication? Est-ce que, j'imagine encore une fois que c'est libre à chacun et de la personne, parce qu'elle est prête à investir dans la com, mais après toutes tes expériences, est-ce que tu as un rythme quand même que tu préfères ou que tu préconises? Si on parle toujours, pardon. Si on parle toujours de LinkedIn, encore une fois, ça va dépendre des objectifs qu'on veut atteindre. On va pas mettre la même énergie si on veut faire de LinkedIn notre canal d'acquisition principal ou si on veut en faire un petit canal de visibilité. Tu vois, ça va pas être pareil. Donc ça dépend. Pour vraiment en faire un canal d'acquisition principal qui va nous ramener des clients assez rapidement et régulièrement, 4 posts par semaine, ça commence à être intéressant en termes de résultats. En dessous, c'est possible, mais ça va mettre plus de temps. Ouais, c'est ça. En fait, tu vois, c'est aussi une histoire de stats. Voilà. Au plus tu publies, au plus tu mets de chances de ton côté d'atteindre tes objectifs et d'aller vite. Ouais. Voilà, parce que c'est pas parce que tu publies que les gens voient ton post, c'est pas parce qu'ils le voient qu'ils le lisent, c'est pas parce qu'ils le lisent qu'ils le retiennent, c'est pas parce qu'ils le retiennent qu'ils font appel à tes services. Exactement. Donc à chaque post, si t'as qu'un post par semaine, t'as même pas une chance que ce soit lu. C'est pas parce que tu vas publier que ça va être lu. Donc, au plus tu publies, au plus tu multiplies tes chances d'être lu. Et après, quand tu atteins un certain niveau de visibilité, tu peux aussi te permettre de réduire ta fréquence de publication. Tu vois, moi, aujourd'hui, je vois plus la différence entre 4 posts par semaine ou 6. Ok. Ça fait plus de différence dans le nombre de prospects qui me contactent. Voilà, il y a plus de différence. Alors qu'à une certaine époque, les 6, ils étaient nécessaires, tu vois.
Ouais, sachant que poster, ça suffit pas. Non. Parce que l'algo, trac. Si seulement pour nous le rappeler. Si seulement ça te suffisait, il y a toute une routine derrière Voilà. qui va être. Alors, c'est quoi la routine de Mélissa pour des posts qui cartonnent? Enfin, qui cartonnent. Pour que ça. Qui participent, qui stratégiquement parlant sont des bonnes pierres à l'édifice de ce que vous êtes en train de construire. Exactement. Déjà, la bonne stratégie, c'est de publier à l'heure où vous êtes dispo. Surtout pas publier à 9h du mat, fermer l'ordi parce qu'en fait, tu rentres en rendez-vous et que t'as pas le temps. Ça sert à rien. Ton post, il va pas vivre tout seul. En tout cas, il va beaucoup mieux vivre si tu réponds aux commentaires que tu reçois, tu laisses des commentaires sur les posts des autres, tu envoies des invitations pour être proactif dans le fait de faire évoluer ton réseau, tu envoies des messages privés pour créer du lien, engager des conversations. Donc tout ça, c'est une routine. Et l'idéal, cette routine-là, c'est de la faire à chaque fois que tu postes. Ok. Voilà. Et du coup, ça veut dire choisir l'heure, déjà, l'horaire où tu es dispo, et avoir toute cette étape-là, tout ce process où en fait tu t'impliques dans le process du réseau social et tu te contentes pas de publier. En tout cas, quand tu te lances, t'en as besoin de ça. Vraiment, ça, si tu le fais pas, tu as dû le voir, tu fais ton premier post et là, il se passe rien. Vraiment, il se passe rien. Il y a personne qui voit, il y a personne qui like, il y a personne qui commente. Tu te sens terriblement seul, alors que tu optimises vraiment tes chances quand tu te rends visible avec d'autres actions qui sont pas juste celles de publier. Ouais. Ok. Et justement, tu parlais de se lancer. Toi aussi, tu t'es lancé. On démarre tous quelque part. Justement, toi, qu'est-ce qui t'a permis de te lancer dans l'entrepreneuriat? Ça a été quoi le déclic qui t'a fait dire, allez, là, c'est bon, c'est parti, je me lance en tant qu'entrepreneuse? Bon, tu le connais, mon déclic. Mon déclic, c'est mon fils. C'est la naissance de mon fils. Puisqu'en fait, moi, l'idée, pour moi, le rêve, ça avait toujours été d'entreprendre. Donc, j'ai fait un bac+5 en strat de com. Donc, c'est mon métier depuis toujours. Et en sortant du master, le gros rêve, c'était d'entreprendre, mais j'avais trop la pétoche. J'étais pas prête. Voilà, trop jeune, besoin de passer par la case salariat avant d'y être. J'avais besoin de me faire de l'expérience et d'appliquer tout ce que j'avais appris en études avant vraiment de me lancer. Donc, j'ai été chef de projet pendant 3 ans en agence de com avant de me lancer à mon compte. Et le switch entre les deux, ça a été la naissance d'Aurel, puisque je me suis arrêtée pendant un peu plus d'1 an pour profiter de lui. Du coup, j'avais coupé avec mon job, parce que je trouve que c'est difficile de se lancer quand t'as ta routine, t'as ton quotidien, t'as ton travail, tu vois. C'est moins facile de dire je quitte tout pour me lancer, repartir de zéro. Alors que là, je m'étais déjà un peu arrêtée pendant 1 an pour Aurel. Du coup, la transition, elle a été plus facile. Et une fois qu'Aurel a passé les 1 an et qu'il était temps de retourner travailler, je me suis pas du tout sentie de retourner dans ma vie d'avant. Salarié. Ouais, vraiment. Je me sentais, c'était vraiment, c'était, viscéral, pas possible. Tu vois, j'arrivais pas à envisager de retourner dans ma vie d'avant parce que la vie que j'avais en agence de com en tant que salariée, pour moi, elle matchait plus avec mon quotidien de maman. Pourquoi ça matchait plus, justement? Parce que j'avais un rythme trop intense, parce que les bureaux dans lesquels je travaillais, ils étaient à 1 heure de chez moi. Donc j'avais 2 heures de trajet par jour. Qui était du temps perdu, du coup, littéralement. J'avais beaucoup de pression aussi, et c'était un business, enfin une agence dans laquelle les choses n'étaient pas faites comme moi je les aurais faites. Voilà, beaucoup de pression, de la mauvaise pression, tu vois, beaucoup de stress. Ouais, le stress qui peut... Ouais, le motive, stress, quoi. non, pas le stress qui motive. Et plus la route et les horaires, voilà, j'étais plus alignée, un trop gros manque de liberté et surtout un gros désalignement avec la vision de la boîte dans laquelle je bossais, où moi je me voyais pas, enfin je me voyais plus aller dans un environnement de travail avec lequel j'étais pas alignée. Et je pense que tu vois, la maternité, elle m'a vraiment reconnectée à moi. Ouais. Ça a été un moment pour toi où tu peux te remettre en question sur plein de choses. Parce que finalement, surtout si tu as la pression, tu es toujours dans le faire, dans l'exécution, et puis dans des idées de toujours t'exécuter, quoi. Carrément. Alors que là, en fait, c'est un moment vraiment pour toi. Oui, et j'avais en fait, je pense, pendant des années occulté
ce qui était vraiment important pour moi, ce que vraiment je voulais, parce que, comme tu dis, j'étais dans le faire et dans la pression, dans le stress, dans le rush. Donc, je m'étais jamais... Enfin, ça faisait longtemps... Tu deviens maman, c'est plus les mêmes enjeux. C'est ça. Et ça faisait longtemps que je m'étais pas posé la question de ce que je voulais. Genre, je faisais ce qu'il fallait faire. Ouais. Et je faisais plus vraiment ce que j'avais envie de faire. Et là, 1 an avec mon bébé, ça m'a ramené, tu vois, à ma vision, mes convictions, mes valeurs. Et du coup, ça a créé un gros désalignement avec la boîte dans laquelle je bossais. Ouais. Et je me tu suis le dit, mais ressentais pas avant possible de retourner. Beaucoup moins. Et ouais, c'est ça. Il y a plein de trucs que j'avais zappés. Il y a plein de trucs que j'avais zappés. Et puis, je sais pas, ça me semblait moins possible. C'est presque quand t'as pas le choix, tu fais. Ouais. Là, j'ai eu l'impression d'avoir le choix. Mais en fait, c'est ça te semblait moins possible aussi parce que t'avais pas pris ce temps de te poser dessus, d'y réfléchir. Et c'est parce que la vie a fait en sorte que tu t'arrêtes qu'aussi tu t'es donné les moyens. C'est comme si tu t'étais, construit ta propre stratégie derrière en te posant, de dire, OK, en fait, qu'est-ce que je veux vraiment dans ma vie ? On arrête le pilotage automatique et là, maintenant, on change de cap et on prend la direction que je veux vraiment. C'est exactement ça. Je m'étais vraiment posée, j'avais pris ce temps-là et du coup, c'était plus possible d'y retourner en vrai. Et du coup, qu'est-ce que je fais ? Et alors, justement, pourquoi tu as démarré l'entrepreneuriat ? Ça a été quoi ta volonté ? En fait, comme je te disais, je l'avais depuis toujours dans un coin de ma tête. J'avais juste besoin d'être un peu mieux armée pour y aller. Et là, je me suis dit, ça y est, j'y suis. J'ai fait mes 3 ans d'expérience, dont 1 an où j'ai géré l'agence dans laquelle je travaillais. Donc, en vrai... en termes de, on va dire, de skills techniques, vraiment en termes de com, c'était OK, tu vois. Et la maternité m'a donné beaucoup plus de confiance en moi. Je pense que c'est ce qui m'avait manqué en sortie d'école. Ouais. Où je pense que je me sentais pas. C'est pas que j'étais pas assez bonne en com, c'est que j'étais pas prête à être entrepreneuse. Parce que pour moi, il y a plein de compétences qui sont différentes. Ah oui. Mais je pense que la maternité, tu vois, j'en ai parlé justement en podcast il y a pas longtemps, où je pense que je me suis dit, en fait, si j'ai été capable de mettre un enfant au monde... Qu'est-ce qui peut t'arrêter ? Pourquoi est-ce que je lancerais pas un business ? Tu vois, je me suis rendu compte de ce truc-là de... Putain, c'est quand même ouf, quoi. J'ai fait un bébé, tu vois, je trouve... Enfin, je sais pas. C'est vrai que c'est ouf, quand même. Non, mais, tu sais, je trouve que c'est devenu un peu... Tu vois, genre, c'est normal de faire des enfants. Tu vois, je trouve qu'on banalise vachement ce truc-là. T'as un certain âge, t'es en couple, tu fais des enfants. Enfin, tu vois, c'est, on va dire, un peu la routine. Le schéma classique de beaucoup de gens. Et du coup, je trouve qu'on s'est vachement détaché de ce truc, enfin, de vraiment, en fait, l'exploit que c'est, quoi. Mais c'est clair. Moi, je me suis dit, OK, en fait, j'ai donné la vie. Genre, vraiment, en vrai, c'est ouf. Bah ouais. C'est ouf. Même maintenant, je vois Aurel grandir, avoir 5 ans, et je lui dis tout le temps d'ailleurs que c'est moi qui l'ai fabriqué, et ça le fait rire. Je lui dis, tu te rends compte, c'est moi qui t'ai fabriqué. Mais je trouve que c'est ouf, tu vois, en vrai. Et ça m'a fait me rendre compte, je pense, de ce dont j'étais capable. Je me suis dit, en fait, t'as pu donner la vie, genre un business. Ouais. À côté, c'est pas que c'est limite, mais... Non, mais en vrai, je peux le faire. Ouais, tu peux le faire. Ouais, je pense que je peux y aller, tu vois. Voilà, okay. Donc ça m'a fait gagner confiance en moi, en mes capacités, et voilà. Sacré déclic, quoi. Parce que avant d'être maman, justement, tu pouvais douter de tes capacités, justement, enfin, tu sais, on parle de la confiance en soi, mais en soi, dire qu'on a confiance en soi, sur tout et n'importe quoi, c'est faux. On a confiance en soi sur certains sujets et d'autres non. Et là, justement, sur quoi est-ce que tu as pris confiance en toi concrètement lors de cette étape ? Je pense que c'est sur ma capacité à concrétiser un gros projet de vie. Ouais. Tu vois, et je dis souvent, moi, que la maternité et l'entrepreneuriat, je trouve que c'est les 2 plus grosses écoles de la vie. En tout cas, moi, c'est les 2 écoles qui m'ont le plus appris. Que ce soit sur moi, sur les autres, qui m'ont donné le plus de compétences. Du coup, je pense que ça m'a montré que je pouvais concrétiser un projet de 0, un gros projet de vie, et que du coup, voilà, je pouvais y aller, quoi.
Ouais, carrément. Et tu parles justement d'apprentissage, d'école. Clairement, oui. C'est effectivement l'entrepreneuriat. Moi, je suis pas encore maman, mais en tout cas, je suis entrepreneuse depuis un peu plus de 4 ans. Et clairement, déjà, c'est 50 000 claques dans ta face. Mais c'est aussi plein de réussites, plein de joie. Et tu le fais parce que t'en as l'envie et que ça te. Moi, je sais pas toi, mais moi, si je sais, mais moi, je suis vraiment une passionnée. Et je pense que cette passion-là, ça a une grinta à un moment donné dont on parlait pendant les coachings, c'est hyper important pour avancer, c'est ce qui donne du sens. Parce que clairement, l'entrepreneuriat pur, c'est tellement de challenge que si t'as pas une carotte derrière plus vibrante que ça, tu tiens pas quoi sur la durée. Et justement, il y a une énorme différence entre le fait de démarrer quelque chose et de créer une entreprise. En soi, de se lancer, c'est... Une fois que c'est fait, c'est facile. Mais c'est un peu comme un enfant. Tu mets ton enfant au monde, mais derrière, il va y avoir le fait de l'éduquer, de l'accompagner. C'est un peu pareil, tu vois, dans une entreprise. C'est derrière, comment est-ce que tu fais pour continuer à la développer et à la construire. Et aujourd'hui, c'est quoi ton leitmotiv, ce qui te permet de te lever le matin et qui te donne l'envie de persévérer dans cette voie? Ah, c'est dur, c'est vraiment des questions de coach, ça. C'est plus fort que moi. Pardon. C'est dur. Il y a plusieurs choses, je pense. Je pense que déjà, il y a le fait d'avoir besoin de me prouver un peu à moi-même. Et tu vois, je pense qu'il y a le fait de se prouver à soi-même et de pouvoir être fier de soi. L'entrepreneuriat, ça me rend fière de moi au quotidien. Je trouve que sinon, en tout cas dans ma vie de salarié, j'avais beaucoup moins d'occasion d'être fière de moi. Ouais, mais peut-être parce que c'était un espace où tu pouvais moins t'exprimer comme aujourd'hui aussi, tu pouvais être bridé par la culture d'entreprise qui te correspondait plus forcément, alors que là finalement c'est toi qui es maître de tout ça, c'est toi qui lead. Exact. Du coup ça me rend fière de moi et l'apprentissage. On le dit, c'est voilà pour moi une des plus grosses écoles de la vie. J'ai rarement autant appris qu'en étant entrepreneuse et maman du coup. Mais t'apprends en permanence, que ce soit sur toi, que ce soit sur les autres. Donc ça me drive beaucoup parce que pour moi l'apprentissage il est infini et avec le business il va vite. Ouais. Vite et violent et j'ai ce côté moi très intense. Très intense, très entière. Une personnalité, c'est ça, plutôt intense. Du coup, j'aime quand c'est entier, quand il y a pas trop de nuances de gris, tu vois. J'aime pas trop les demi-mesures. Avec l'entrepreneuriat, je suis servie. Il y a pas de salle rouge. Je risque rien. Quoique. Avec l'entrepreneuriat, je suis servie sur l'intensité. Et tu vois, cette intensité que j'ai dans ma personnalité, j'avais pas eu trop d'occasion encore de la vivre vraiment dans une expérience. Et du coup, ça me ramène aussi à une autre chose qui me drive, et je pense que ça fait le lien, mais c'est l'adrénaline. On en avait déjà parlé de ça, ouais. Et l'adrénaline, moi, c'est vraiment, c'est mon game. Ça me fait kiffer. C'est ton moteur, hein. J'ai l'impression que l'adrénaline, c'est ça que tu recherches. Ça me fait penser à une des discussions qu'on avait eues où, en fait, t'as deux formes de stress. T'as le stress qui te donne la bonne adrénaline et le stress qui te plombe vraiment et qui te tire pas du tout vers le haut. Et finalement, c'est parfois, tu peux te mettre en condition de stress, mais parfois de façon inconsciente, quoi, malgré toi. Mais finalement, pour aller chercher cette adrénaline, parce que c'est ça qui te donne des ailes, ça qui te booste et qui te fait sauter des étapes, quoi. Et de ouf. Et là, du coup, le curseur, il est pas... il est fin, tu vois, il est hyper fin. Ça va dépendre de ton niveau d'énergie. Parfois, je vais me mettre en situation de stress pour aller chercher l'adrénaline et en fait, je vais tomber dans le stress, trop de pression et je me dis merde, je suis allée trop loin, tu vois. Mais je passe mon temps à tester ça. Tu vois, c'est quoi le niveau d'adrénaline dont j'ai besoin pour être assez drivé, pour me challenger et pour me régaler, sans aller au niveau un peu trop haut qui me fait basculer dans la pression, l'anxiété et le côté un peu trop négatif. Mais cette adrénaline, elle m'a toujours, ça m'a toujours drivé et dans le business, tu connais quoi, mais je suis servie. Oui. Je suis servie et des fois c'est trop. Et en même temps, j'adore. Tu vois, on en avait parlé où je te disais, des fois, je crois que j'aspire à
à plus de sérénité, à plus de calme. Et toi, tu me disais, je crois pas. Et en fait, en vrai, c'est vrai. Je crois pas. Je pense que je me ferais chier. Je pense que ça durerait pas longtemps. C'est ça, en fait. Ça irait un petit moment. Moi, ça va bien pendant les vacances, tu vois. Mais après, ça y est. Et encore. Et encore, ouais. Il y a un certain temps. Et encore, je vais sauter en parachute. Et encore, je vais sauter en parachute pour pouvoir retrouver mon adrénaline en vacances, tu vois. Mais ouais, ça me drive de ouf. Et justement, le fait de se driver, c'est aussi finalement une forme d'automotivation, parce que c'est ça qui te fait perdurer. L'automotivation, c'est pas quelque chose qu'on a tous les jours en tant qu'entrepreneuse, parce que on est seul avec soi-même, seul dans sa barque. Après, tu constitues ton équipe, mais tu restes quand même seul, parce que tu diriges, tout ça. Et est-ce que toi, tu as des hacks pour te permettre de t'automotiver, même des jours où tu es en basse énergie? Comment tu composes avec ça, justement, pour persévérer dans cette motivation et pour que tu sois encore fière de toi? Ah, c'est un vaste sujet et c'est dur. Pendant longtemps, et tu le sais, j'ai essayé de mettre de côté les énergies négatives, justement pour être toujours dans la motivation. Et du coup, je les ai pas accueillies. Tu vois, donc pendant longtemps, j'étais en mode le down, c'est pas ok, l'énergie basse, c'est pas ok. Je voulais être en permanence en énergie haute. Le problème, c'est que ça me fait trop tirer sur la corde. Et ça me fait trop garder des énergies qui, en fait, ont besoin d'être libérées. J'ai changé ça depuis. J'ai beaucoup travaillé dessus, sur l'acceptation que, justement, on soit pas toujours au top niveau et qu'on soit pas toujours au top de notre forme. Du coup, maintenant, ma première étape, quand je suis pas au top de ma forme, mais qu'il faut quand même trouver la motive pour faire sa journée, c'est déjà d'accueillir l'émotion, et de faire en sorte d'être ok avec. Tu vois, donc en général, je pleure. Moi, c'est ma façon d'extérioriser. Moi, c'est souvent les larmes, donc je vais pleurer, extérioriser, et une fois que c'est extériorisé, déjà, genre c'est ok, ça c'est bon, c'est géré. Et après, comment on se remotive? En fait, déjà, le fait de l'avoir extériorisé, ça a fait une grosse partie du taf, en fait. Ouais, c'est clair. je comprends. Et après, je vais essayer de gérer mes tâches en fonction du niveau d'énergie. J'ai la méditation aussi qui m'aide à remonter en énergie. T'en fais quotidiennement ou t'en fais de façon ponctuelle dès que tu en ressens le besoin pour remonter cette énergie? Ouais, j'essaye d'en faire quotidiennement. Ok. J'essaye d'en faire quotidiennement justement pour pas attendre d'être pas bien pour la mettre en place, mais essayer de faire en sorte que voilà, c'est comme pas faire du sport quand t'as pris du poids, mais essayer de faire du sport tout le temps pour pas prendre de poids, tu vois. J'essaye de faire un peu ça avec la méditation. Il y a des fois où je la saute, hein. Voilà, je suis pas encore hyper disciplinée sur le sujet, mais j'essaye d'en faire de plus en plus un réflexe, un rituel, pour que justement ça stabilise un peu les émotions et que quand j'arrive pas au stade où ça va vraiment pas, tu vois. Voilà. Et après, ouais, il y a le fait de choisir, tu vois, en fonction du niveau d'énergie, ce que je vais faire sur la journée, plus ou moins, quoi. Ouais, c'est ça, de réadapter ta to-do. Bon, c'est chouette, je vois qu'on a mis des choses dans la bourse. Et justement, tu parlais d'intensité et d'émotion. Récemment, tu as annoncé comme quoi tu étais aussi hypersensible. Je le suis aussi, donc forcément, on en avait aussi parlé à un moment donné. On sait à quel point cette hypersensibilité, ça peut être des montagnes russes au quotidien, avec des très gros ups, des très gros downs. Justement, toi, c'est quoi ta vision sur le sujet ? Comment est-ce que tu vis cette hypersensibilité et qu'est-ce que tu en penses dans l'entrepreneuriat ? Je bosse encore dessus. Et ouais. Je bosse encore beaucoup dessus et je suis pas encore ok, moi, avec le fait que c'est une force. Il y en a beaucoup qui disent j'ai fait de mon hypersensibilité une force, et franchement, chapeau. Moi, je suis encore au stade où je trouve où en vrai, elle me fait chier. Ouais, t'en baves encore un peu. En vrai, elle me saoule. Je pense que ce serait plus facile sans, mais vu qu'elle est là, on va faire avec. Mais je suis pas en mode c'est une force et trop bien. En vrai, pas trop bien. Si elle était pas là, je pense qu'il y a plein de trucs qui seraient plus fluides. Sauf qu'elle est là, donc bon, voilà. Ouais. Voilà, donc ça, c'est ma relation, on va dire, aujourd'hui avec l'hypersensibilité. C'est un peu ma meilleure ennemie, quoi, tu vois. C'est pas encore ma grande pote, en mode, je suis trop contente qu'elle soit là.
Mais bon, puisque t'es là, allez, allons-y. Tu vois. je la refoule pas. Voilà, j'essaye de faire avec. Et comment? Ben en vrai, c'est beaucoup avec les accompagnements et beaucoup en bossant sur mes émotions. Bah, tu vois, je me fais coacher. Dès que j'en ai besoin, dès que j'ai des sujets qui piquent un peu trop, je me fais coacher. Parce que je trouve qu'en solo, tout est plus long, tout est plus dur. Et tout est trop intense, justement, quand t'es hypersensible. Un truc que j'ai mis en place qui m'aide beaucoup, c'est de réussir à prendre du recul sur mon émotion. Comme elles sont très intenses, et que je suis très entière, pendant longtemps, j'ai eu tendance à surréagir. À chaud, tu vois. Et que ce soit dans l'émotion positive ou négative. Hein. Là, j'ai compris, depuis un certain temps, que il fallait pas réagir sous l'émotion, peu importe qu'elle soit bonne ou mauvaise, qu'il valait mieux la laisser passer et réfléchir et réagir après. Donc là, j'accepte l'intensité de « Ok, ben, je vis mes émotions intensément. Écoute, que veux-tu que j'y fasse ?» Voilà, on n'a pas choisi. Je les vis intensément, du coup, je laisse l'émotion passer et l'intensité passer avant de décider. Ouais. Mais c'est là où, en fait, tu différencies une notion très, très importante, c'est qu'il y a effectivement le fait de vivre ces émotions et comment on réagit face à elles. Et effectivement, si tu cherches à réprimer tes émotions, c'est une connerie parce qu'à un moment donné, ça te rattrapera aussi à un moment donné. Donc, il y a vraiment le fait d'accueillir ces émotions, de les vivre et en même temps, de ne pas réagir à chaud. C'est vraiment la différence entre les émotions et les réactions émotionnelles. Par exemple, là, tu peux être en colère, mais plutôt que vraiment d'exploser et d'en faire baver finalement tout ton entourage, tu peux te dire, ok, là, tranquille, je me pose, je vais prendre un temps pour moi, pour aussi vivre comme tu le souhaites cette émotion-là et ne pas derrière regretter peut-être certains comportements, tu vois, et être en phase finalement avec qui tu es. Parce que quand tu réagis à chaud, c'est une version un peu pas modifiée, mais un petit peu quand même de toi, dans le sens où c'est intense à ce moment-là. Donc, prendre ce temps-là pour toi, c'est un hack que tu as trouvé pour réussir à mieux réagir face à tes émotions. Et d'ailleurs, l'émotion, elle dure beaucoup moins longtemps quand tu l'accueilles, que tu la vis, plutôt que quand tu la refoules. Tu vois, typiquement, une colère, si je refoulais une colère, en fait, je pouvais rester en colère pendant 3-4 jours pour un truc où je me disais, putain, mais c'est minime et ça m'a pourri sur 3 jours. Alors que là, je prends le temps où, ok, en fait, la colère, je la vis et ça peut être très court. Hein. Je peux crier pendant 1 minute et en fait, l'histoire, elle est réglée. Alors qu'avant, elle aurait duré 3 jours. C'est énorme, tu vois, en fait. Pareil pour une tristesse. À une période, je l'aurais refoulée. Je me serais dit, non, t'es une femme forte et tu pleures pas et t'es pas triste. Et en fait, ça pourrit et ça reste pendant plusieurs jours où tu te sens pas bien. Alors que là, ta tristesse, tu te dis, bon, bah, ok, je suis triste. Puis c'est pas gagné en force, finalement. En fait, bah non. Parce que tu gardes ça en toi et au contraire, ça t'affaiblit plus qu'autre chose, ça te renferme. Oui, mais ça se voit moins. Bah oui. Et voilà, et du coup, ça se voit moins. Et j'étais pas encore OK avec le fait que ça se voit. Mais pour moi-même déjà. Tu vois, de me montrer cette faiblesse-là, ça me gênait dans l'image que j'avais envie, que j'avais de moi-même, tu vois. Ouais. Alors que maintenant, je la vis, je vais pleurer un bon coup, et peut-être que, un quart d'heure après, mon histoire, elle est réglée, quoi. Carrément. Voilà. Et quand t'es face à quelqu'un, tu réagis de la même façon? Est-ce que t'arrives à pleurer devant la personne? C'est quelque chose que tu gardes encore pour toi? Je pense que je pleure plus facilement qu'avant, je garde moins. Ça dépend toujours avec qui, forcément. Ça va dépendre. Mais je pense quand même que, en tout cas, dans mon cercle proche, c'est plus OK, tu vois, de pas attendre d'être toute seule à la maison pour lâcher. C'est plus OK de lâcher sur le moment. Après, ça va pas toujours. Les pleurs, ça va être souvent plus en solo, en vrai. Je pense que je vais avoir d'autres façons de réagir avec les gens, tu vois, face à une émotion un peu forte. Ça va être souvent la respiration qui va m'aider à équilibrer un peu. T'as la cohérence cardiaque aussi, qui peut énormément aider. De ouf. Et le petit temps pour soi.
Des fois, c'est 5 minutes, tu vois, qui te permettent juste de te remettre un peu les idées au clair. Mais après, c'est sûr que l'entrepreneuriat, c'est les montagnes russes des émotions. Quand tu rajoutes à ça l'hypersensibilité, voilà, faut être bien accroché. Bah ouais, c'est clair. Et justement, tu dis qu'il faut être bien accroché, ouais, c'est sûr. Donc on sait que l'entrepreneuriat, c'est fait de plein de challenges. Et c'est quoi aujourd'hui, pour toi, ton plus gros challenge en tant qu'entrepreneuse? Ah, il y en a des tonnes. C'est du live, elle n'était pas préparée. Je n'étais pas préparée. Il y en a plein des challenges, il y en a tous les jours. Et c'est ce que j'adore. Hein. Si j'avais plus de challenge, c'est que je serais trop dans ma zone de confort et que j'aurais, du coup, ça va pas. Ouais. D'ailleurs, je te l'avais déjà dit, c'est un de mes KPI. Où à la fin du mois, je me demande combien de fois dans le mois je me suis challengée. Et si je me suis pas assez challengée, c'est que je suis trop restée dans ma zone de confort et que du coup, je vais pas avancer à la vitesse à laquelle je veux avancer parce que zone de confort, pour moi, dans ma vision, c'est un peu égal à stagnation. Et donc, si je suis trop restée dans ma zone, je vais pas assez avancer. Voilà, donc le challenge, ça me drive et ça fait même partie des métriques que je regarde. Tu t'es challengé combien de fois c'était ce mois-ci? Le plus gros en ce moment, je crois que c'est le rapport à l'argent. C'est ce que je bosse là en ce moment parce que je sens que avec mon rapport à l'argent, la vision que j'en ai, je me mets un plafond de verre. Ok. Dans quel sens tu te mets un plafond de verre? Je pense que moi, je crois beaucoup en la visualisation et la loi de l'attraction. Et je pense que j'ai visualisé en gros un peu un CA, un salaire qui était cool. Et je l'ai visualisé pendant tellement longtemps que j'arrive pas à passer à l'étape d'après. C'est-à-dire que tu restes à ce stade-là? Là, je suis sur un plafond où j'arrive pas à passer à l'étape d'après, mais je pense que c'est parce que j'ai pas visualisé l'étape d'après. Tu vois, et que du coup, pendant longtemps, je me suis dit, genre, ce CA, ce salaire, c'est OK, ce serait cool, etc. Et du coup, tu le visualises, tu le projettes, donc tu fais en sorte de l'avoir. Et si tu visualises pas l'étape d'après, en fait, tu restes là, quoi. Voilà, et je pense que là, j'en suis là. Donc, je suis en train de bosser sur mon rapport à l'argent pour voir qu'est-ce qui me bloque pour, en fait, essayer d'aller chercher plus. Pourquoi? Est-ce que c'est parce que je pense que j'en ai pas besoin? Est-ce que c'est parce que je pense que je le mérite pas? Est-ce que peut-être que j'ai peur de passer un certain stade? Carrément. Donc, je bosse sur tout ça pour essayer de comprendre ce qui fait que ça bloque. Parce qu'en fait, il y a rien qui le justifie. Moi, dans mon business actuellement, il y a rien qui justifie que je passe pas à l'étape du dessus. Ouais. À part ma tête, à part moi et ma tête, quoi, je pense. Je me rappelle en même temps d'un échange qu'on avait eu. C'est que finalement, il y a une idée qui est très ancrée, c'est que plus tu veux faire de CA, plus tu veux gagner un meilleur revenu, et plus finalement ça implique de travailler, de s'investir, etc. Et finalement, on en revient à l'équilibre de vie pro-perso dont on avait aussi parlé. C'était même l'un de nos premiers sujets de coaching avec tes différentes casquettes en tant que maman, fille, chérie, entrepreneuse, etc., etc. Et il peut y avoir aussi un lien par rapport à ça, de se dire, ok, en fait, on level up, mais à quel prix derrière et sous quelles conditions? Et peut-être que c'est ça aussi qui est important à visualiser, de se dire, ok, on passe à l'étape supérieure, mais en respectant mes valeurs, en respectant mon équilibre. Parce que forcément, quand on passe un cap, il y a des choses qui évoluent. Ne serait-ce que dans ton cap de freelance à agence, tu vois, justement, ça a été quoi pour toi le plus gros cap entre freelance et vraiment chef d'entreprise? T'es en plein dedans, en plus. Ouais. Mon meilleur conseil, le limite. Je pense qu'il y avait vraiment un truc de mindset, de confiance, je sais pas, mais dis-moi toi. Ouais, pour moi, ce qui a vraiment... En fait, moi, je suis passée de freelance à agence pour avoir une équipe. Ouais. J'en avais marre d'être solo. J'avais envie de créer une culture d'entreprise, une boîte qui soit plus grosse que moi. Et le freelancing, par définition, ça dépend de toi, quoi. Voilà, j'avais envie d'aller plus loin, d'avoir une équipe. Et donc, le plus gros challenge, ça a été ça. Ça a été d'être prête à déléguer, d'avoir des nouvelles responsabilités. Moi, un très gros stress, ça a été ça, de me dire, j'embarque des gens avec moi dans l'aventure. Du coup, ça met une pression qui est différente avec celle qu'on a quand on est solo. Typiquement, quand t'es freelance, tu fais un mois un peu moins bien,
En vrai, qu'est-ce qui va se passer? C'est pas très grave. C'est pas très grave, tu vois. Qu'est-ce qui va se passer? Voilà, t'as pas beaucoup de charges. En plus, moi, typiquement, freelance en com, j'ai un téléphone et un ordi. Donc, en fait, j'ai pas beaucoup de charges. On va dire que mon CA, c'était mon salaire moins l'URSSAF, quoi. Ah, mais c'est clair. Bon, voilà, tu vois. Ouais. Donc, grosso modo. Là, quand t'embarques des gens avec toi dans l'aventure, c'est plus pareil. Là, il n'y a pas de question de si je fais un moins bon mois, c'est pas grave. Tu vois, là, si, c'est grave parce que tu payes des salaires, tu payes des bureaux, les charges, c'est plus du tout les mêmes. Voilà, donc ça a été quand même des grosses responsabilités. Je suis pas quelqu'un qui a un problème avec les responsabilités. Au contraire. Mais quand même, c'est pas le même game. Bah ouais. C'est pas le même game, c'est pas les mêmes risques, donc ça m'a quand même demandé de gagner encore plus confiance en moi. On parlait de la confiance en soi tout à l'heure, et on disait qu'elle dépend des sujets, et pour moi, elle dépend aussi des niveaux et des périodes. Tu vois, tu vas pouvoir à une période avoir confiance en toi sur tel sujet, tu vois. En tant que freelance, j'avais confiance en ma capacité à aller chercher des clients, aller chercher du business, faire rentrer mon chiffre d'affaires. En passant en agence, j'ai dû retravailler cette confiance-là. Ouais, mais ok, en agence, je vais avoir besoin d'aller chercher combien de clients en plus, de faire combien de CA en plus, et est-ce que j'ai confiance en moi pour aller chercher ça? La réponse est oui après l'avoir travaillé. Donc tu vois, je retravaille ma confiance en moi à chaque étape, à chaque nouveau step du business. Donc ça m'a demandé de bosser ça. Il y a encore des sujets où tu as besoin de prendre confiance en toi aujourd'hui? Ouais, de ouf, il y en a plein. Il y en a plein et j'espère qu'il y en aura encore plein. Parce qu'en fait, à mon avis, comme la confiance en soi, elle, comme je te dis, elle dépend, d'après moi, hein, des niveaux. Pour moi, le jour où j'ai 100% confiance en moi sur tous les sujets, c'est que j'ai arrêté d'avancer, quoi. Ouais. C'est que ça y est, j'ai tout fait et que je suis un peu trop chill, du coup. Je suis un peu trop dans ma zone de confort. À chaque fois que je sors de ma zone de confort, j'ai besoin de regagner confiance en moi sur certains sujets. Donc, j'espère que j'en aurai encore plein. Maintenant que je sais comment la bosser, ça va plus vite. En général, je t'appelle et on fait un coaching à ce moment-là pour travailler le sujet. Ou voilà, j'ai des trucs que j'arrive à en mettre en place toute seule maintenant que je sais comment je fonctionne. Mais oui, il y en a plein. Ok. Et tu penses que c'est une qualité ou du moins une ressource indispensable pour entreprendre? De ouf. Je sais pas comment on peut faire sans. Je sais pas comment on peut faire sans parce qu'en fait, si t'as pas confiance en toi, il y a personne qui va avoir confiance en toi. Il y a personne qui aura confiance en toi à ta place. Ouais. Contrairement à quand t'es salarié, tu vois, si t'es dans un environnement bienveillant et sain de management, t'as des gens qui te font confiance. Peut-être plus que toi-même, tu vois, et qui connaissent tes compétences, qui savent que tu vas pouvoir y arriver, qui te soulèvent, qui te tirent vers le haut. Quand t'es entrepreneur, tu peux avoir des potes entrepreneurs, mais c'est pas pareil que quelqu'un vraiment dans ton business, t'es tout seul, tu vois. C'est ça. Donc je pense que si tu te fais pas confiance, il y a personne qui va le faire à ta place. Je pense aussi que c'est difficile de demander à des prospects, des clients d'avoir confiance en nous. Si toi-même tu le dégages pas. Si toi-même tu le dégages pas un peu. Tu vois, si je t'avais dit, Ludivine, voilà, en fait, moi, mon accompagnement en com, je sais pas trop, on va essayer, on va faire ça, je sais pas trop si ça marche. C'est pas terrible, tu vois. Voilà, donc je pense que il y a besoin d'être rassuré. En fait, quelqu'un qui dégage cette confiance-là, c'est rassurant d'un point de vue client ou prospect, enfin peu importe, parce que tu dis ok, là je suis encadré, je suis entre de bonnes mains, et ça donne plus l'envie de confier son projet. Mais difficile de déléguer à quelqu'un qui a même pas l'air d'avoir confiance en lui, tu vois, et en ce qu'il lui propose. Je pense que c'est pas voilà. Donc je pense que on en a besoin pour l'entrepreneuriat, on en a besoin aussi pour vendre et pour passer tous les obstacles. On se prend des sacrées portes dans la gueule quand même. Ouais. C'est les montagnes russes, il y a les échecs. Tu vois, la notion de l'échec aussi, il a fallu la bosser. C'est pas un long fleuve tranquille. Si t'as pas un peu confiance en toi, tu vas lâcher au moindre obstacle. Voilà, donc je pense que c'est vraiment un indispensable. Et justement, tu parles de l'échec. C'est forcément qu'on y est confronté quand on est entrepreneur, parce que tout n'est pas tout beau, tout rose tout le temps. Je pense qu'il y a vraiment besoin d'avoir de faire preuve de résilience et qu'on en gagne forcément aussi durant cette aventure. Si tu repenses à la Mélissa qui a débuté
Et donc, c'était quoi? C'était il y a 4 ans à peu près? Ouais, il y a bientôt 4 ans, ouais. T'aurais envie de lui dire quoi aujourd'hui à Mélissa d'il y a 4 ans? Qu'elle va y arriver, je pense. Ouais, qu'elle va y arriver. Et détends-toi, ça va pas trop mal se passer. Détends-toi, ça va pas trop mal se passer. Et en même temps, je te dis ça, et en même temps, le stress que j'avais au début, il m'a drivé de ouf. Il m'a drivé, vraiment. Moi, quand je me suis lancée, j'avais pas de job, j'avais pas de backup. Enfin, j'avais besoin de remplir le frigo, tu vois. Un petit garçon. Donc, en fait, ce stress-là, il m'a vraiment drivé. Donc je pense que c'est bien en vrai que j'étais pas en mode que j'étais pas sûre d'y arriver. Au moins ça m'a mis assez la pression pour aller chercher l'adrénaline qui du coup me drive assez. Ok. Donc là tu lui aurais dit tu vas y arriver, détends-toi. Mais bon, ce stress est quand même utile. C'est ça. Ce stress est quand même utile. Ouais, et du coup ne stresse pas de stresser. Tu vois, je pense que je lui aurais dit ne culpabilise pas de stresser parce qu'en fait, moi, pendant longtemps, je me suis dit, si tu stresses d'entreprendre, c'est peut-être que t'es pas faite pour ça, t'es peut-être trop stressée, t'as trop de pression, tu vois. Alors qu'en fait, ce stress-là, il m'a drivé. Donc, je pense que je lui dirais, tu stresses et c'est OK. Voilà. Je pense que je lui dirais aussi qu'elle va réussir à faire avec son hypersensibilité parce qu'à l'époque, j'avais vraiment peur que ça me mette des gros bâtons dans les roues. Okay. Et du coup, c'est pour ça d'ailleurs que j'ai commencé en mode bulldozer et que j'ai mis vraiment les écoutilles sur l'hypersensibilité. Et je l'ai occulté quand je me suis lancée dans le business parce que pour moi, c'était un gros frein dans l'entrepreneuriat. Okay. Et donc, je me suis dit non, non. Et tu le sais depuis longtemps que tu es hypersensible? Je pense que j'ai mis des mots dessus ces dernières années. J'ai toujours su, en vrai, qu'il y avait un truc. On en parlait moins à l'époque. Ouais, c'est sûr. Voilà, tu mettais pas vraiment le terme, mais je pense que voilà, quand on a commencé ça a commencé à être un peu plus démocratisé, j'ai vite vu que je cochais un peu toutes les cases. Oups, c'est donc ça. C'est clair. Voilà. Et merde, fais chier. Voilà, mais bon, écoute, après une fois que tu sais, t'apprends à faire avec en vrai quoi. Le pire c'est tant que tu sais pas et que du coup tu captes pas, tu vois. Là, tu disais tout à l'heure que tu n'arrivais pas à en faire encore ta pote. Ouais, non, elle me saoule. Ton allié. Ouais. Qu'est-ce qui t'aiderait justement à plus te rabibocher avec elle? Je pense que c'est qu'une question de process. Dis-nous en plus. Non, mais de tout le travail que je suis en train de faire sur les émotions, sur comment j'apprends à les gérer, en fait, ça va devenir de plus en plus fluide, ça va devenir de plus en plus facile. Et donc, il y a un moment où ce sera de plus en plus OK. Tu vois, je pense que c'est qu'une question de temps. Et que comme c'est un travail de longue haleine qui demande quand même de bosser sur plein de sujets, sur plein d'émotions à apprendre à gérer, bah voilà, du coup, pour l'instant, c'est encore un peu la pote relou. Et je pense qu'il y a un moment où, bah voilà, ce sera OK. OK. Et au tout début de nos coachings, notre premier sujet, c'était vraiment le fait de gérer tes différentes casquettes. Oui, c'est vrai. Tu te rappelles tes rôles en tant que maman, chérie, CEO, en tant que copine, fille, bref, on a tous différentes casquettes. Alors toi, t'as en plus celle de maman en prime. Et donc ouais, on avait commencé à travailler sur ça. Et justement, quelle est la leçon que tu en as tirée de ce coaching-là et puis ensuite de toutes les expériences qui sont suivies derrière? Comment est-ce que tu gères cet équilibre aujourd'hui entre tes différentes casquettes, tes différents rôles? C'est drôle parce que c'est plus un sujet. Tu vois, j'étais en train de me dire, mais comment je gère? Je sais pas. Tu t'en rappelles, c'était notre ouf, c'était le premier truc. J'ai même envie de te dire, c'était quoi mon problème? Mais trop bien. Je te jure, c'était quoi mon problème? Je crois que c'était que mes casquettes, elles me demandaient trop de trucs différents. Ah oui. C'était ça, ça me demandait... En fait, il y avait le fait de répartir aussi, où tu mélangeais les choses, et donc il y avait du mal à se mettre dans une posture, puis à une autre, etc., où il y avait à chaque fois un nouveau rôle. Ouais, et puis je trouve que mes rôles
me demandait beaucoup de choses différentes. Ouais. Tu vois, j'étais pas la même en tant que maman, C'est ça. qu'en tant qu'entrepreneuse, qu'en tant que compagne. Et en fait, j'avais l'impression de passer le temps à faire des switches C'est ça. sur différentes facettes de ma personnalité. La maman avec un côté plus douce, plus bienveillante. L'entrepreneuse avec un côté qui demande plus de poigne, plus de leadership. Et en fait, je pense que tu m'as aidé à aligner tout ça, à me faire comprendre aussi que je me définissais pas par mes rôles, mais que j'étais une personne à part entière, indépendamment d'être une maman, d'être une entrepreneuse. En fait, pendant longtemps, je me suis définie par mes rôles. Et du coup, je mettais en avant... Tu pouvais te mettre la pression avec ces rôles-là, Ouais, finalement, un peu cette perfection, de dire oui, il faut que j'assure en tant que maman, j'assure en tant que CEO. Mais avant tout, t'es toi, t'es Mélissa et t'es... Et je mettais en avant des qualités différentes, des compétences différentes dans chacune, et c'était beaucoup d'énergie en fait. Et tu m'as aidé à comprendre que on se définit pas que par ses rôles, qu'on est aussi une personne indépendamment de ce qu'on fait et de nos relations avec les autres. Du coup, j'ai un peu tout réaligné, et donc maintenant c'est plus vraiment un sujet. Trop bien. Ouais. Donc, il y a eu ce déclic-là, cette prise de conscience, mais est-ce qu'il y a eu des mises en action nécessaires dans ton quotidien et que tu as encore aujourd'hui? Ouais, je pense que j'ai mieux équilibré mon temps vie pro, vie perso. Parce que quand on avait commencé notre coaching, tout était un peu mélangé, un peu freestyle. Je travaillais à la maison. Déjà, ça commençait à me peser de ouf parce que je sentais que j'avais besoin de cette coupure. Et en fait, le fait que mon environnement de travail était le même que mon environnement de vie, ça aide pas. Ça m'aidait pas. Ça y est, j'étais arrivée à un stade où c'était plus possible. Ça m'allait plus. J'avais besoin de couper, donc j'ai pris des bureaux. Donc déjà, ça m'a changé. Tu vois, le fait de beaucoup moins ouvrir l'ordi à la maison, ça m'a vraiment changé. Du coup, dans ma tête, ça a beaucoup mieux calibré les choses. Ouais. Au bureau, je suis l'entrepreneuse, à la maison, je suis la maman, tu vois. Donc le sujet, c'est beaucoup moins posé de qu'est-ce qu'on attend de moi à ce moment-là, je sais pas qui je suis, tu vois. Voilà, donc ça, je pense que le fait de distinguer l'environnement déjà, ça travail. influe énormément notre mindset. Carrément. Ouais, carrément. J'ai ma première salariée qui est arrivée depuis. Ça a changé ma vie parce qu'il y a énormément de choses sur le business que j'ai arrêté de porter toute seule. Donc ça enlève quand même une sacrée pression. J'ai beaucoup mieux aussi distingué les différents temps. Tu vois, où je me suis mis une discipline. Par exemple, sur le téléphone. Ça peut sembler tout con, mais le fait de plus regarder le téléphone, de plus checker les mails et checker les réseaux sociaux, surtout quand on bosse dans la com. Bah oui, t'es encore plus confronté. Ça ne s'arrête jamais, tu vois, des notifs, il peut y en avoir dans tous les sens. Il suffit pas de fermer l'ordi, j'ai aussi tout qui est sur mon tel. Enfin voilà, donc ça, j'ai essayé de vraiment compartimenter. J'ai une heure où j'arrête le téléphone, j'ai un horaire où je l'allume, un horaire où je l'éteins, plus le téléphone dans la chambre. Tu vois, c'est des petits trucs qui ont beaucoup mieux compartimenté mon temps, vie pro, vie perso, et qui m'ont bien aidée. Et un truc qui m'a énormément, qui a énormément changé de choses dans ma vie, dans mon quotidien, c'est de comprendre que le temps de repos, ça fait partie du taf. Quand on a commencé le coaching, à l'époque, c'était un sacré sujet. Ouais, j'avais l'impression de perdre du temps quand j'étais en off. De ralentir, de louper des opportunités, de pas faire avancer le business. Je loupais des trucs, d'être une flemmarde, et je culpabilisais. Enfin, vraiment, c'était pas évident pour moi de me dire que le temps de repos, il fait partie du travail. Je le voyais comme une obligation, parce que sinon tu craques. Mais en gros, j'étais obligée, mais ça me faisait chier. Bon, je suis obligée d'être en week-end, mais en vrai, je vais pas atteindre mes... T'as pas la tête à ça, tu continues à cogiter. Moi, je continue à me dire, ouais, mais du coup, tu perds du temps sur tes objectifs, tu vas pas aller assez vite, tu pourrais avoir fait ci, avoir fait ça, nanani, enfin... Le sujet, il était vraiment autour, finalement, de la sérénité que tu pouvais avoir. Ouais, c'était pas tant le problème de m'arrêter, parce que je m'arrêtais. Mais ça me frustrait de ouf. J'avais l'impression que je me mettais des bâtons dans les roues en partant en week-end, tu vois. Que je mettais des bâtons dans les roues dans mon business, en tout cas. Et une fois que j'ai compris que le repos fait partie
du travail et du process. C'est qu'en fait, si tu l'as pas, non seulement, c'est même pas que tu vas perdre des opportunités, enfin en fait, tu perds bien plus que ça, tu vois. Tu perds bien plus que ça. Et tu perds une clarté d'esprit dans tes moments de travail aussi. Enfin, tu vois, il y a plein de choses. Voilà, donc cette vision-là du temps off, elle a quand même changé mon quotidien. Et là, j'arrive à fermer l'ordi, à pas l'ouvrir pendant 3 jours et je m'en fous. Mais c'est aussi parce que j'ai Eva, en vrai. Le fait d'avoir pris quelqu'un, d'avoir embauché Eva dans l'agence, ça m'a aussi vraiment aidé à faire ça. Bah oui, parce que le business ne s'arrête pas de tourner quand je me barre, tu vois. Ça, c'est aussi... Et aussi à 2, la semaine, du coup, on va beaucoup plus vite. Ah oui. On actionne et on met en place beaucoup plus de choses. Donc, c'est carrément OK d'arrêter le week-end. Alors que quand j'étais toute seule, en fait, le temps que j'avais, il n'était pas à la hauteur des ambitions que je voulais atteindre. Et donc, j'étais frustrée de m'arrêter parce que je savais que ça mettait en pause les projets que j'étais en train de construire. Ouais. Là, à 2, on va vite toute la semaine, on fait 2 fois plus de taf. Donc en fait, le week-end, c'est OK, j'ai la satisfaction qu'on a bien avancé pendant les jours de boulot, tu vois. Ouais, carrément. Bah, c'est sûr que d'avoir une salariée, ça change ta vie. Puis tu vas, comme on dit, seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin. Et déjà, même quand tu étais seule, qu'il n'y avait pas Eva, c'était quoi enfin, il y a eu ce déclic de dire, OK, le temps de repos, en fait, ce repos, il fait partie du process, il fait même partie intégrante de ta réussite, finalement. Oui. Mais il y a cette façon de l'aborder et de se dire, je me rappelle très bien aussi d'un de nos coachings qui était de dire, en fait, il y a des moments où tu as envie de travailler, c'est OK, mais il y a aussi des moments où tu as envie de te reposer et finalement, c'est plus de la façon dont tu abordes les choses et pas de se forcer. Parce que si à ce moment-là, tu sais, il faut y avoir aussi cette culpabilité d'être dans un temps off, mais dire ah putain mais en fait j'ai l'inspiration et j'ai des idées business etc. Et finalement à ce moment-là tu les couches pas sur papier, enfin tu vois tu utilises pas ce moment de flow et donc t'es allé contre ça et ça pouvait être encore plus frustrant. Donc là avec tout ce qu'on a vu ensemble et maintenant ton retour d'expérience puisque ça fait un petit moment qu'on avait abordé ces sujets-là ensemble, qu'est-ce que tu as envie de dire aux personnes qui nous écoutent aujourd'hui sur ce sujet-là? Mais et tu l'as dit un peu, mais tu vois, ça m'a aidé à comprendre qu'on n'était pas obligé de tout compartimenter. Vu que je suis dans l'intensité, pendant une grosse période, j'ai rien compartimenté, je faisais tout le temps. Après, j'ai senti que ça commençait à tirer sur la corde. Du coup, j'ai hyper compartimenté. Et là, j'ai commencé à culpabiliser de penser au travail quand j'étais en off, de penser à la vie perso quand j'étais au travail. Enfin, et en fait, j'ai fini par me dire qu'il n'y avait pas vraiment de vie pro, vie perso, qu'il y avait la vie tout court, en fait, et qu'on est une seule et même personne. Ouais. Tu vois, je pense que c'est le fait de m'être décorrélée de mes rôles, c'est ça, qui m'a fait comprendre qu'en fait, il y a la vie tout court, qu'on est une seule et même personne. Et du coup, c'est OK que les choses s'entremêlent. Tu vois, si j'ai envie de bosser le week-end, je le fais sans culpabilité. Si j'ai envie de prendre un temps off la semaine, je le fais aussi sans culpabilité, d'ailleurs. Alors qu'avant, si je m'étais arrêtée un mardi après-midi, je me serais dit, mais quelle feignasse, sors ta doigts, va travailler. Maintenant, c'est OK. Donc, c'est d'être beaucoup plus à l'écoute de ce qui me fait kiffer. Ouais. Et de ce que j'ai envie de faire sur le moment. Et en fait, un peu comme les émotions, quand tu les refoules, c'est pire. Mais là, c'est pareil. La créativité, quand tu la refoules sous prétexte que t'es off, t'es frustré. L'envie de travailler, quand tu la refoules sous prétexte que t'es off, t'es frustré aussi, tu vois. Donc en fait, de plus écouter ce qui est de l'ordre de l'envie, alors qu'avant, j'écoutais plus les obligations et les contraintes que l'envie. Je savais même pas ce dont j'avais envie, en fait. J'avais pas eu le temps de me poser la question. Et oui, c'était tellement à exécuter, il fallait faire à tout prix, que là, il y a eu besoin de se recentrer sur ce que tu voulais vraiment. De ouf. Et du coup, maintenant, c'est OK de beaucoup plus écouter ça. Et donc, je suis plus à l'aise avec le fait que, en fait, si je suis fatiguée, je vais en faire moins. Si j'ai envie, alors que j'avais pas prévu de faire, je vais faire. Voilà. J'ai décorrélé... j'ai beaucoup travaillé sur la culpabilité, tu vois, en fait. Et j'essaye, et je bosse encore, parce que ça dépend des sujets, surtout sur la parentalité. Ça, c'est mon pire... c'est le sujet sur lequel je me sens coupable en permanence.
Mais sur le business, ça va mieux. Bon, bah, Il y a un nouveau chantier. C'est déjà Un chantier après l'autre. Ok. Et justement, maintenant que tu as conscience de tout ça, en quoi pour toi, s'écouter, se faire passer en priorité, suivre son flow, c'est une clé de réussite? Je pense que c'est un indispensable dans l'entrepreneuriat quand on est la personne qui porte son business. Déjà pour s'épanouir, pour garder la notion de kiff au quotidien, et en plus pour pas se cramer. Parce qu'en fait, il y a un moment où quand t'écoutes pas ton corps, tu finis, enfin en fait, tu tires sur la corde et il y a forcément un moment, même si j'ai cru que ça ne m'arriverait jamais, il y a forcément un moment où c'est trop. Tu vois, forcément un moment où c'est trop. Voilà, donc s'écouter, pour moi, ça sert surtout à tenir sur la durée, parce que de pas s'écouter, ça peut durer qu'un laps de temps. Ouais. Voilà, je pense que pour tenir sur la durée, on est obligé. C'est le meilleur moyen de se cramer. De se cramer, c'est ça. Après, tu sais, dans l'intensité, j'étais tombée dans trop d'écoute. Tu vois, dans trop d'écoute, c'est-à-dire trop de stress, de oui, mais attention, si là je suis fatiguée, qu'est-ce que je suis censée faire? Est-ce que je travaille quand même? Tu vois, donc je trouve que il y a une notion aussi où moi j'ai fini par me dire, même s'écouter, ça, il y a une limite. Ouais. Où placer le curseur. Et comme moi c'est toujours tout noir ou tout blanc, bah en fait j'étais passée de je me suis jamais écoutée à d'un coup. C'est vrai. Je me suis jamais écoutée à d'un coup je m'écoute trop. Ouais. Et du coup je devenais aware comme dirait notre cher Jean-Claude Van Damme. Trop sur tout. Ouais. Et du coup tout me stressait. Oh, je suis fatiguée, ça me stresse. Est-ce que ça veut dire que je tire trop sur la corde? J'ai une migraine. Est-ce que ça veut dire qu'il faut que j'arrête de bosser? Enfin, il y avait une hyper-vigilance. Oui, une hyper-vigilance et c'était devenu trop parce qu'en fait, si tu t'écoutes, enfin, tu vas toujours voir un truc. Tu vois, si vraiment t'es connecté à toi-même, tu sens toujours quelque chose. Il y a toujours quelque chose. Sauf que comme j'avais pas forcément encore appris à bien l'analyser, l'écoute, elle a pu être parfois un peu trop. Donc maintenant, j'essaie c'est toujours une notion d'équilibre en fait. Hein. Et est-ce que depuis que tu t'écoutes, est-ce que tu sens que tu as gagné en performance, en résultat, en productivité? Les deux, productivité et performance. Ouais. Eh ben non, pas encore. Parce que là, je suis encore au stade où je me trouvais plus performante quand je m'écoutais pas. Ouais. Ok. Mais trust the process. Ok. Tu vois, mais quand j'ai eu une période où j'étais en mode bulldozer, j'écoutais pas mes émotions, j'écoutais pas mes sentiments, je bossais. J'allais vite. J'allais beaucoup plus vite que quand je m'écoutais, en vrai. Tu vois? Donc là, ça m'arrive encore de me dire, putain, en vrai, quand tu t'écoutais pas, quand même, tu charbonnais fort, quoi. Tu vois? Là, maintenant que tu t'écoutes, que la fatigue, nananer, voilà, fais chier. Mais c'est, à mon avis, c'est un indispensable pour tenir sur la durée. Ma stratégie d'avant, c'était une stratégie court-termiste. Et oui, de toute façon, elle pouvait plus durer. Non, et elle me permettait d'aller très vite, très fort pendant un laps de temps. Mais ça ne peut pas être ad vitam aeternam, ça peut pas être un quotidien comme ça sur des années. C'est pas possible. Voilà. Donc si je compare avec des périodes de non-écoute, des fois je peux me dire putain, j'étais quand même plus productive quand j'écoutais rien. Mais ça aurait pas duré. Et ce qu'on veut, c'est tenir sur la durée. Donc, en fait, je suis OK avec le fait d'être un peu moins performante, mais plus longtemps. Ouais, c'est ça. T'es plus en marathon plutôt qu'en sprint. Quoi. Ouais, exactement. Alors que jusqu'à présent, j'avais passé mon temps à sprinter. Ouais. Mais les sprints, derrière, faut grave récupérer. Les sprints, faut grave récupérer. Voilà. Donc, en fait, je change un peu de stratégie. Moi, je sprintais, je récupérais pas des masses, je re-sprintais, je re-récupérais pas des masses. Et donc, le dernier sprint, il m'a séché. Maintenant, j'essaye de le voir plus en marathon, mais je peux pas dire que du coup, je suis autant performante qu'en sprint. Ouais. Par contre, je vais être performante plus longtemps, je pense. Ouais. Donc, c'est ça aussi qui est important. Et après, peut-être aussi les priorités ont évolué. Peut-être qu'avant, tu vois, il y avait vraiment cet accès performance à tout prix et qu'aujourd'hui, et en plus avec tout le travail qu'on a fait ensemble, mais en dehors de ça, t'as plus pris conscience aussi de l'équilibre à avoir entre les deux et que, ok, performer c'est une chose,
mais aussi se sentir bien, être plus sereine et conserver son énergie. Surtout, on en a parlé aussi de cette énergie, de cette grinta qui est très précieuse et surtout pour des personnes comme nous, on en a beaucoup et qu'on l'utilise beaucoup finalement. C'est un cadeau en fait, et que plus tu vas préserver cette énergie et comme tu disais, plus tu vas pouvoir tenir sur la durée. Donc en fait, après, c'est aussi une question de prisme et de priorité. Et il y a un temps pour tout. Ouais, y a un en temps fait, je pense que le début du business, et pour moi, c'était OK de dire je mets les bouchées doubles. Pour le faire démarrer, je mets les bouchées doubles pour que ça marche, pour me créer une stabilité, une sécurité financière. Il y a un moment où ça, quand ça y est, tu l'as créé, tu peux calmer un peu. J'ai le culpabilisé pendant longtemps de calmer et de me dire c'est bon, t'as créé ce que tu voulais créer, tu peux souffler un peu. Maintenant, en fait, je pense que c'est plus OK, tu vois, de me dire ça y est, t'as créé ce que voilà, c'est stable, c'est périn. Voilà, donc tu peux aussi ne pas mettre en permanence les bouchées doubles comme quand t'étais en période de lancement, tu vois. C'est fou parce que pour le coup, j'ai pas du tout vécu le début de l'entrepreneuriat comme ça, moi, tu vois. C'est vrai. Ah ouais. En fait, je m'étais faite coacher avant même de devenir entrepreneur et coach, parce qu'il y a vraiment deux métiers, quoi. Enfin, c'est deux rôles. Et encore, il y en a plein d'autres, puisque après, on est community manager, on est commercial, enfin, tout ce que tu veux. Mais bon, ça, c'est un autre sujet. C'est vrai que justement, pour moi, ce qui primait, c'est que c'était d'allier bien-être et performance. Je voulais pas être le cordonnier le plus mal chaussé. Tu vois. OK. Et donc, c'est pour ça que j'ai commencé par me faire coacher et que, sincèrement, ça fait plus de 4 ans aujourd'hui et je me suis jamais cramée, quoi. J'ai même, tu vois, je travaillais en moyenne 5 heures par jour, mais parfois moins, tu vois. Mais à chaque fois, ma famille, mes amis, ils hallucinaient à dire « Ouais, mais tu te lèves tard. Mais qu'est-ce que c'est que ce business ?» Mais oui, et à un moment donné, je disais à mon meilleur ami, je disais « Ah ouais, non mais là, cette semaine, j'ai bossé de fou. » Il fait « Ouais, t'as fait quoi? T'as fait 25 heures ?» Tu vois, vraiment, on se moquait de moi par rapport à ça et tout. Et pourtant, j'ai eu grave des résultats. Et souvent, même, là où j'ai eu le plus de résultats, c'est quand j'étais en vacances. Parce que j'ai la sensation qu'en fait, je préparais les vacances, donc j'étais en mode, allez, je continue, tu vois, allez, je sais pas, toutes les actions qui pouvaient être mises en place à ce moment-là. Et j'ai remarqué, moi, justement, que c'est quand j'étais en lâcher-prise que les choses venaient à moi. C'est très très bizarre comme notion, j'ai pas su l'expliquer pendant très longtemps. Moi je pense qu'il y a plus une question d'ouverture finalement qui peut se ressentir. Et derrière, tu parlais de la loi de loi de manifestation, etc. Il peut y avoir aussi, moi aussi j'y crois en toutes ces choses-là. C'est pas du tout du coaching ou quoi, mais en tout cas c'est une philosophie effectivement qui m'anime aussi. Et c'est ouf parce que en tout cas, je peux dire que c'est possible de pas s'acharner, tu vois, vraiment dans son travail, mais en tout cas juste de miser sur les actions. Les bonnes actions, ouais. À forte valeur ajoutée, ultra pertinente, ultra performante, et qu'en fait, c'est ça derrière qui peut vraiment faire toute la différence. C'est le fameux 80-20, hein. C'est-à-dire qu'il y a 20% de tes actions qui t'apportent 80% de tes résultats. C'est ça. Donc ça veut dire qu'il y a 80% de nos actions qui servent à rien. En vrai, c'est chaud, tu vois. Et pourtant, elles nous prennent du coup le maximum de notre temps puisqu'elles représentent la plus grosse proportion. Et ça, c'est pas évident pour moi encore de l'intégrer parce que j'ai été éduquée dans l'idée que le travail c'est dur. Ouais. Il faut le mériter. Il faut le mériter, surtout ton argent. Ouais. Ah, l'argent, ça tombe pas du ciel, il faut le mériter, il faut travailler dur. Tu vois, je pense qu'il est là le lien. Il est là le lien. Le fait que si tu veux plus gagner d'argent, par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, ouais. Si tu veux plus gagner d'argent, il y a ce côté où tu vas devoir plus travailler, etc. Il y a peut-être ce truc. Et du coup, je me dis, si je veux pas travailler plus ou que je peux pas travailler plus, ça veut dire que je peux pas faire plus, tu vois. Et moi, j'ai eu beaucoup ce truc-là du travail, c'est dur, il faut travailler dur pour mériter, etc. Et du coup, pas facile de se dire que c'était OK de faire moins. Moi, ça a toujours été OK de faire beaucoup, tu vois. Et c'est un rythme que j'ai en vrai depuis toujours. J'ai eu 2 jobs pendant longtemps. Tu vois, j'ai toujours tenu ce rythme-là. En même temps, c'est quelque chose que tu aimes aussi. Ouais. Dans le sens où toi, t'aimes avoir tes journées bulldozer, où t'enchaînes, où limite t'as pas le temps de respirer. Ouais. En fait, le truc, c'est que ça me met dans mon adrénaline. Exactement. Qui me fait
soulever des montagnes. Quand je suis trop chill, j'arrive pas à aller chercher l'adré qui va me driver, me donner la grinta. Ouais. C'est ça. Donc, voilà. Finalement, à chacun ses modèles de réussite. De ouf. Ce qui est important, c'est d'identifier les siens et pas d'essayer de recopier ou de reproduire la réussite de quelqu'un d'autre, parce que on a tous nos valeurs, notre personnalité, nos qualités, vraiment tout ce qui nous motive et le sens qu'on va donner aux choses. Et ce qui est important finalement là-dedans, c'est d'avoir, toi en tout cas, d'avoir réussi à déjà te faire accompagner, mais aussi à prendre ce temps-là pour toi, de t'introspecter pour mieux agir derrière de façon alignée et que ça dure. C'est ça. Et je pense que ce qui est le plus dur avec ça, c'est que rien n'est acquis. Tout est en constante évolution. Mais c'est terrible parce que tu as l'impression d'avoir bossé sur un sujet et tu te dis c'est bon, check, confiance en soi, check, management, check, leadership, check, et en fait pas du tout. Tu vas bosser dessus à chaque étape. Donc ça, je trouve que c'est un bon conseil de dire peu importe sur quel sujet vous bossez sur vous, c'est pas acquis, et donc ne pas penser qu'on coche des cases et que ça y est, c'est OK. En fait, on va bosser dessus en permanence parce que l'équilibre, ce qui nous convient aujourd'hui, peut-être que ça nous conviendra plus dans 6 mois si nos prios vont changer, nos objectifs vont changer. Il y a plein de choses dans la vie qui font que ça change, nous, déjà en premier. Et donc, comme tu dis, tout est en constante évolution, de ouf. Ouais. Donc là, pour résumer tout ça, et peut-être d'autres choses qui te viennent là, mais quelles sont pour toi finalement les plus grandes clés pour allier bien-être et performance? Se faire accompagner. Non, vraiment. Super, tu veux faire ma promo? Non, mais ce soit toi ou tu vois, mais se faire accompagner, je trouve qu'en solo, c'est dur. De poser ses limites, de trouver son équilibre, le regard extérieur et les conseils extérieurs, moi, ils m'aident à chaque fois et à chaque étape. Et comme sur beaucoup de sujets dans le business, ta com, c'est beaucoup plus dur de la lancer tout seul, tu sais pas où tu vas ramer beaucoup plus que si t'as un regard extérieur qui te dit, regarde la strat qui est la plus adaptée pour toi parce que je sais faire, applique-la, et en fait, tu gagnes des mois. Mais c'est clair. De tests. Donc, l'accompagnement, en gros, s'entourer dans son business, je trouve que c'est vraiment le meilleur conseil. Et en résumé, pour allier bien-être et performance, c'est de bosser sur soi. Et je dis se faire accompagner parce que je trouve que c'est plus facile en se faisant accompagner. Mais en gros, travailler sur soi parce qu'on va débloquer plein de choses en bossant sur soi. Et vraiment, je sais pas si on peut être entrepreneur sans avoir un petit focus sur le dev perso quand même. Ça me paraît compliqué. Moi aussi, tu vois, je sais pas. Parce que c'est une aventure de dev perso en vrai. En fait, c'est ça. Avant d'être une aventure pro. Et comme il y a en plus plein de montagnes russes, plein de challenges, plein d'obstacles, il y a forcément des sujets, des croyances limitantes, des défauts, des failles sur lesquels on va être amené à bosser pour pouvoir passer à l'étape d'après, pour pouvoir passer les obstacles. Donc, je serais curieuse d'ailleurs de savoir, est-ce qu'il y a des entrepreneurs qui ont jamais bossé sur rien, mais que ce soit en solo ou en accompagnement, et qui ont jamais bossé leur dev perso, qui sont en mode j'ai déjà tout ce qu'il faut, parce que moi en commentaire. Moi j'ai l'impression que c'est mon plus gros du travail. Ouais. Ok. Voilà. Et dernière question, c'est quoi ton plus grand conseil pour rayonner? Je vais dire que c'est d'incarner sa personnalité. Madame. Voilà. Merci. Merci beaucoup en tout cas pour cette interview. J'ai passé un super moment, j'espère que toi aussi. Le but c'était vraiment de parler à cœur ouvert et qu'on puisse parler de nos coulisses, de ton expertise et tout simplement qu'on ait un échange fluide et comme on pouvait avoir en brunchant justement Dimanche dernier. C'est ça. Donc j'espère en tout cas que ça vous a été utile et si vous avez aimé cette interview et pour nous soutenir, que ce soit Mélissa ou moi dans cette aventure, n'hésitez pas aussi à liker, à commenter, à partager, que ce soit une personne qui en a le plus besoin. Faites ce que vous voulez, mais en tout cas diffusez au max pour qu'on puisse rayonner tous ensemble. Et merci beaucoup pour votre écoute. Merci à toi, Ludivine. Merci.